Oui. Alors, c'est une appellation que les artistes de Saint-Jean-Port-Joli ou les artisans de Saint-Jean-Port-Joli n'aimeraient pas beaucoup. Euh, mais tout de même, on leur a donné toutes sortes de noms, mais donc je vais essayer de vous raconter un peu leur histoire. Ils ont été nombreux au cours du dernier siècle à apprendre le métier de sculpteur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Médard Bourgault d'abord, qui est l'initiateur de ce mouvement très original québécois, et de ses deux frères et des autres sculpteurs qu'ils ont formés dans leurs ateliers. Je vais mettre l'accent surtout sur la variété des ateliers et sur le mode d'apprentissage qui était assez particulier. Donc, j'ai un petit texte et ensuite j'aurai quelques photographies. Les frères Bourgault, Médard, né en 1897, décédé en 1967, son frère André, né en 1898, décédé à Roto en 1958, et Jean Julien, né en 1910, décédé en 1916, sont des autodidactes. Ils ont été à l'origine d'ateliers qui ont fait de Saint-Jean-Port-Joli la capitale de la sculpture sur bois au cours du 20e siècle. On y venait de partout pour apprendre le métier et on s'y mariait. De sorte que le village passe de 2241 habitants en 1931 à 3370 en 1991, alors que les autres villages du Québec se vident. Les trois frères ont formé de nombreux apprentis, dont plusieurs sont devenus maîtres d'atelier. On peut évaluer qu'un demi-millier de sculpteurs et travailleurs du bois ont été formés dans le sillon des trois frères qu'on appellera plus tard les trois Bérets, en raison de leur reconnaissance comme artistes. L'apprentissage dans les ateliers des trois frères se fait par la pratique avec le maître, en compagnonnage avec les autres apprentis, ou encore on apprend à la maison. Comme de nombreux ateliers se côtoient, chacun développe son propre style et ses sujets de prédilection. Les amateurs de belles choses et de souvenirs savent qu'ils trouveront dans ce village une sculpture de leur choix, œuvre d'art traditionnelle ou moderne, ou simple souvenir. Ce qui fait le succès est en grande partie dû à la possibilité d'entrer dans les ateliers en tout temps et de voir travailler les sculpteurs. Les frères Bourgault ont créé un style de sculpture totalement singulier, authentique et identitaire. Ils ont développé un mouvement parallèle au courant esthétique des beaux-arts. Vedettes médiatiques, les trois frères Bourgault ont fait l'objet de reportages dans les médias locaux, nationaux et internationaux. Les grands photographes et cinéastes du Québec et d'ailleurs n'ont pas manqué de les croquer sur le vif en action dans leurs ateliers. Mais attention, quand on regarde ces photos, c'est souvent des pièges d'interprétation parce que comme les photographes veulent avoir de belles photographies, ils mettent des sculpteurs devant les œuvres des autres ou demandent aux jeunes demoiselles de se présenter devant des belles pièces sculptées, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il faut faire attention, il y a beaucoup de photographies disponibles dans les médias sur ce qui s'est fait à Saint-Jean-Port-Joli, mais il faut être critique et euh, examiner un petit peu plus qui étaient ces gens. Ma présentation aujourd'hui est tirée de mon livre qui sera lancé le 7 mai, Médard Bourgault et ses héritiers, un siècle de sculpture à Saint-Jean-Port-Joli, qui sera publié par la Société québécoise d'ethnologie. Un résumé d'ailleurs a été publié dans la revue Rabasca en 2020 sous le titre Les trois bérets et les ateliers de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli 1930-1967. De nombreuses entrevues réalisées avec les sculpteurs et déposées au Musée de la mémoire vivante, de même que les archives de Médard Bourgault et de Jean-Julien Bourgault. Médard Bourgault, jeune marin, à 16 ans, il avait son petit carnet de bord qu'on a toujours. Il écrivait tout ce qu'il faisait à bord du bateau. Et quand il est devenu sculpteur lors de la crise, il a continué à écrire son journal et on a donc 4 volumes du journal et des travaux de Médard Bourgault dans le fonds Médard Bourgault déposé aux archives de la Côte-du-Sud, de même que les factures, les livres de comptes et tout et tout. Donc c'est extrêmement riche. En plus, j'allais dire évidemment, mais c'est pas toujours évident, mais en plus d'une iconographie assez exceptionnelle. Donc, les archives de Médard Bourgault et de Jean-Julien Bourgault déposées aux archives de la Côte-du-Sud, ainsi que le fonds Jean-Marie Govreau à la BANQ à Montréal, le fonds Albert Tessier aux archives du séminaire de Trois-Rivières et nombreux autres fonds, euh, dont celui des HEC à Montréal, nous permettent de reconstituer certains aspects de l'apprentissage en atelier,
l'organisation de ces ateliers et la division du travail. Mes recherches, je dois le mentionner, ont bénéficié d'une entente de développement culturel de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli avec le gouvernement du Québec. Euh, une entente de développement culturel, bien sûr. L'apprentissage, donc. L'apprentissage se fait parfois de père en fils, parfois dans la famille, le plus souvent à l'atelier d'un maître. On se fait la main et on découvre le sens du bois avec des pièces faciles comme des plateaux ou des saladiers en forme de feuilles de toutes sortes, des ensembles d'anneaux à serviettes, des coupes-papier, des boucles d'oreilles, des bracelets, des petits bonhommes, des coupes de vieillards qui se bercent. Puis, on passe à des pièces plus difficiles. La formation dans un atelier école est de 2 ans. On utilise le terme école, mais il faut faire attention, c'est réellement des ateliers d'apprentissage pratique. Donc, pendant 2 ans, on apprend la sculpture et pendant 2 ans, passer la durée de l'accessibilité des programmes d'aide à la jeunesse du gouvernement. Si on est apprenti dans un atelier, cette formation peut être très brève ou même ne consister qu'à suivre le maître dans son travail. Marcel Gay, qui est l'un de ses apprentis, Marcel Gay naît en 1933 et en 1949, il arrive à Saint-Jean-Port-Joli, il raconte. J'avais 16 ans. André Bourgault, l'un des 3 Bérets, l'un des 3 frères maîtres d'atelier, m'a aidé à me trouver une place pour rester. Il est venu avec moi chez Émilien Leclerc, qui était cultivateur. J'ai resté là 3 à 4 ans en pension. Il nous appelait des élèves subventionnés. On avait une petite bourse. Le gouvernement nous donnait l'équivalent de 2 piastres par jour, je pense. Ça payait notre pension. L'aide à la jeunesse, qu'ils appelaient. J'ai demandé au propriétaire où je pensionnais si je pouvais utiliser un petit local dans son sous-sol pour m'organiser un atelier. Je m'étais acheté des outils, une scie, un étau, puis tout ce qu'il fallait, le principal. Puis là, j'achetais du bois. Ça fait que finalement, j'ai fait plein de commandes que je pouvais remplir et que j'expédiais par camion, par la poste ou par le train. Ça a duré comme ça 7 à 8 ans. Hey, j'ai eu des commandes de 1000 à 1500 pièces. Et plus tard, lui-même est devenu maître d'atelier et a formé d'autres apprentis qui sont par la suite devenus eux-mêmes maîtres d'atelier. Un autre apprenti, Gaëtan Ovington de Tadoussac, euh, vient étudier à Saint-Jean-Port-Joli parce que dans les inventaires des biens, les inventaires de l'artisanat, Jean-Marie Govreau, Bordua et Tessier récupèrent les bons artisans et ils ont, dans un voyage de chasse, euh, rencontré ce jeune Gaëtan Ovington et il s'organise pour qu'il vienne étudier à Saint-Jean-Port-Joli. Je viens étudier, je veux dire, apprendre la sculpture. Gaëtan Ovington raconte, l'apprentissage ne se faisait pas dans les livres comme dans les écoles d'aujourd'hui où on apprend l'histoire de l'art et tout ça. Ce n'était pas de grande théorie, c'était vraiment du travail d'atelier. On arrivait à l'atelier le matin à 8 heures, puis on travaillait jusqu'à 5 heures. On était plusieurs jeunes artisans autour d'une grande table, puis M. Bourgault, dans ce cas-ci c'est Jean-Julien, passait à différentes heures pour faire le tour de tous les ateliers, tous les artisans, puis là il disait ah fais pas de cette façon-là. Ça fait que là il prenait ton outil, puis regarde je vais te corriger ça. Il continuait un peu la pièce à sa place. Il arrivait puis il te corrigeait. Ça fait que c'était de cette façon-là qu'il nous montrait. Puis je pense que c'était la façon la plus simple. Puis c'était assez rapide parce qu'on ne perdait pas de temps. C'était de l'ouvrage atelier de 8 heures à 5 heures. Ça partait du principe, c'est en forgeant que tu deviens forgeron. Cette approche, depuis 1940, le premier atelier école, jusqu'à ce que Pierre Bourgault euh, s'occupe de l'atelier en 1967, cette même approche continue. Et Alain Flamand en témoigne. Il est à l'école de Pierre Bourgault entre 1975 et 1977. Il raconte. Monsieur Flamand, si vous allez dans le Petit Champlain à Québec, c'est lui qui a l'atelier Sculpture Flamand sur la rue du Petit Champlain. Il raconte donc en mars 1981, quand je suis sorti de l'école, j'avais seulement 4 gouges et pas beaucoup de bois. Je me suis installé au sous-sol chez ma mère et j'ai continué à faire de la sculpture. Je n'avais pas un style que je voulais développer. J'avais le goût de travailler le bois, puis j'ai rencontré les artisans d'une coopérative sur la rue Saint-Jean à Québec, le mur penché. Je me suis fait un établi au sous-sol de cette coopérative pour continuer à sculpter. Je faisais de la recherche. Qu'est-ce que je pourrais sculpter et gagner ma vie avec ça? J'expérimentais beaucoup. Comment je peux m'exprimer dans le bois? Comment je peux en même temps intégrer la partie naturelle de la matière dans une forme et m'exprimer moi-même?
Le paradigme de la formation à l'époque met l'accent sur le terme école pour définir un lieu d'apprentissage et on étiquette les ateliers avec ce terme, ce qui aujourd'hui ne permet pas de saisir toute la nuance et l'importance de la formation totalement originale qu'on y trouvait. En effet, ce n'est qu'à partir de 1967, lorsque l'école de sculpture Jean-Julien Bourgault devient l'école de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli avec Pierre Bourgault, qu'on a une école proprement dite sous l'égide de la Commission scolaire régionale Pascal Taché et du ministère de l'Éducation. L'enseignement demeure par ailleurs tout à fait conforme avec ce qu'on trouve dans les ateliers depuis les années 1930 et on continue à apprendre par la pratique avec le maître et en compagnonnage avec les autres élèves. À Saint-Jean-Port-Joli, l'enseignement magistral n'a jamais été de mise. La place des femmes. Il convient de mentionner le rôle significatif des femmes dans ce mouvement artisanal qu'on penserait l'exclusivité des hommes. Filles comme garçons apprennent le métier, mais les filles auront tendance à arrêter après leur mariage pour s'occuper de la famille. Certaines reprendront plus tard. Il faut dire qu'à cette période, qu'à cette époque, les femmes ne sont pas reconnues juridiquement autonomes pendant leur mariage. Ils n'ont pas le droit d'avoir de compte en banque ni droit de signature légale sans celle de leur mari, et ça jusqu'au 1er juillet 1964. Cela a pu diminuer leur intérêt pour développer ce métier au cours de leur vie de ménage avant cette date. Le travail des femmes et leurs responsabilités a sans doute varié considérablement entre 1930 et 1960. Par exemple, en 1930, les pièces peintes se vendent le même prix que les pièces laissées au bois naturel, sans doute parce que ces pièces étaient peintes par les femmes et que leur travail n'était pas rémunéré. La division du travail. André Médard-Bourgault, le fils de Médard-Bourgault, qui sculpte toujours aujourd'hui à Saint-Jean-Port-Joli au Vivoire, à la galerie d'art du Vivoire, raconte. Moi, quand j'ai commencé à sculpter dans l'atelier, dans les années 1961-62, mon père était un petit peu en avance de son temps. C'était à l'époque où mon père, Médard, faisait de la sculpture du nu. Alors, l'atelier, à ce moment-là, était séparé en deux. Il y avait notre côté, la section de l'atelier où André Médard sculpte avec Jacques, Fernand et Claude. Et mon père avait un genre de galerie à part où il exposait ses œuvres. Mais les gens ne rentraient pas là-dedans. Les gens de l'âge d'or à l'époque, quand ils voyaient un nu, ils retournaient de bord. On rentre pas là. Ils étaient scandalisés par là. Alors mon père, lui, préférait s'en aller. Et c'est nous qui recevions les commentaires pas très élogieux. Alors mon père vendait ces sculptures-là à une certaine classe de gens, des médecins, des avocats, des notaires. Même il y a des femmes qui en ont acheté. Je pense que je vais passer aux photographies de façon à vous montrer un peu quels étaient ces ateliers, comment ils étaient organisés. Partager l'écran. Ce sont, oui, de moi. Je l'avais bien passé. Voilà les trois frères. Médard Jean-Julien et André Bourgault en 1933. Ça, c'est la maison de Médard Bourgault en 1930. Il avait déjà, Médard, il s'est marié en 1923, donc il avait déjà 5 enfants. Et cette photographie a été prise par Marius Barbeau, qui se rend compte en 1930 en se promenant en vélo, en étudiant les traditions orales dans la région de Saint-Jean-Port-Joli. Il voit toute cette maison décorée et puis il arrête et rencontre Médard Bourgault. Il l'incite à vendre ses pièces, ce qui va bouleverser totalement la vie de Médard Bourgault, qui va se mettre à produire, ça c'est le petit atelier derrière la maison de Médard, dans lequel il va sculpter avec ses trois frères qui sont là pendant l'été et en hiver, il se déménage dans la maison, dans la cuisine de Rose, l'épouse de Médard, pour sculpter. Alors, leur père décide de leur payer un atelier. Donc, ils construisent un atelier. Je pensais que je l'avais sur la photo suivante, mais je m'excuse. Et donc, les trois frères sculptent de cette façon. Et là, c'est Médard, donc, se met à vendre les pièces. Médard dit, moi, je me réserve les pièces magistrales pour les collectionneurs. Et ses deux frères, eux, s'occupent des petites commandes. Et vous voyez les pièces magistrales ici de Médard. Alors voilà le fameux atelier que leur père leur construit. Vous voyez, c'est assez impressionnant quand même. En 1933, il leur construit cet atelier. À droite, c'est le magasin. À gauche, c'est l'atelier proprement dit. Au deuxième étage, les neveux, nièces viennent y travailler. Et plus tard, l'un des enfants, Bourgault, va
étant plus âgé, va déménager dans cette pièce et en faire son atelier. Alors, ils sont là avec neveux et nièces à sculpter et à inviter les touristes à s'arrêter pour acquérir leurs pièces. À l'intérieur de l'atelier de Médard et André et Jean-Julien, entre 1933 et 1935, il y a beaucoup de touristes à Saint-Jean-Port-Joli. Il y en a tellement que parfois on indique que, on ne peut plus circuler dans la route régionale parce qu'il y avait trop de voitures arrêtées devant les ateliers. Et puis les gens entrent dans les boutiques et visitent, les gens ont accès aux boutiques. Et là, Médard, bien souvent, décide de, de descendre dans son petit atelier sur le bord du fleuve, qui est isolé par le rocher à l'arrière, là, de façon à continuer ce travail et avoir l'inspiration nécessaire pour poursuivre son œuvre. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de la sculpture à Saint-Jean-Port-Joli, Médard Bourgault s'est par laissé, au cours de sa carrière, spécialisé dans l'art religieux, de même que son frère Jean-Julien. Voilà, ça tout simplement pour vous montrer les 16, je termine avec ça, les 16 apprentis qui vont apprendre la sculpture à Saint-Jean-Port-Joli. Ils viennent de tous les coins du Québec, emmenés là grâce à l'aide de Jean-Marie Govreau qui leur obtient une subvention pour agrandir leur atelier. Alors voilà.